Alors, lors de cette deuxième séance, nous allons rentrer dans le vif du sujet du cours en abordant un premier point d'entrée qui est le macro-micro. Mais avant cela, j'aimerais un petit peu redire ce que j'ai expliqué dans la première séance, c'est-à-dire que dans le cadre de ce cours, la notion de détail ne va pas être abordée comme c'est abordé habituellement, c'est-à-dire qu'il y a des cours de détail, que ce soit à l'ENO ou de par le monde, qui aborde la question du détail du point de vue technique, purement technique, c'est-à-dire comment dessiner des escaliers, comment dessiner euh, un calpinage, comment dessiner un détail de descente d'eau pluviale, etc. Or, aujourd'hui, avec la transition numérique, la transition écologique, avec les nouveaux moyens d'interface numérique, etc., vous avez à votre disposition même le Neufert. En réalité, il existe, il est en ligne, etc. Donc, le but de ce cours, ce n'est pas de venir vous dire voilà comment il faut dessiner, mais c'est plutôt de vous dire ça se dessine ainsi dans cet exemple et par extrapolation, c'est à vous de réfléchir comment le dessiner par vous-même en l'adaptant à votre propre contexte, à votre propre réflexion. Donc, en gros, c'est aborder la question du détail à partir en disant qu'il y a plusieurs échelles qui s'imbriquent, qu'il y a aussi plusieurs manières et points d'entrée pour l'aborder, le point d'entrée technique, constructif, esthétique, visuel, de lumière, de conception lumière, etc. C'est pourquoi le cours va s'articuler en fonction de ces points d'entrée que je vais expliquer au fur et à mesure. Alors, il est important aussi de voir que de par l'histoire, la notion de détail est comprise un petit peu au sens de la langue française, l'élément d'un tout. En fait, c'est l'élément d'un tout, mais c'est également le tout. On verra que on va introduire certaines notions comme la notion de fractal pour voir que le détail, c'est pas uniquement un élément qui fait partie d'un tout, il peut être lui en lui-même l'élément qui détermine le tout, comme on a vu pour le premier exemple présenté lors de la première séance avec le détail constructif de la gerberette qui a été un élément déterminant dans à la fois le process du projet, à la fois le process constructif, mais aussi la possibilité du programme, etc. Donc, vous voyez ici sur les planches que il est important aussi de comprendre que notre compréhension de la notion de détail vient d'un certain soubassement historique, épistémique, etc., qui est celui du détail compris dans le sens de mot des natures, d'un élément faisant partie d'un sous-élément, etc. Donc cette imbrication d'éléments. Et par la suite, il y a une bifurcation avec la notion de tectonique qui est venue au 19e siècle, qui elle-même a engendré d'une certaine manière ce qu'on appelle, qui est communément connu par le mouvement Bauhaus. Et donc, dans le mouvement, dans la mouvance occidentale, la tectonique a apporté un autre point de vue par rapport à la question du détail comme étant dans le sens de la modénature, de les détails esthétiques, stylistiques, dans le sens où la compréhension devient plus en rapport avec l'aspect constructif, c'est-à-dire ne peut une forme, une géométrie n'est compréhensible que par rapport à sa possibilité technique. Dans d'autres cultures, comme les cultures hindoues, arabo-musulmanes, perses, etc., la notion de détail était plus en rapport avec une dimension bioclimatique, vernaculaire, en rapport avec la notion d'hydraulique. Donc, vous voyez un petit peu les dessins que l'on retrouve dans les archives, que ce soit perse ou dans les archives arabo-musulmanes, où la mécanique hydraulique, le rapport à la machine, etc., sont d'autant plus présents que les dimensions purement esthétiques. Donc, il est important de voir qu'il y a tout de même un soubassement et que dans ce cours, il y a plus le soubassement qui a trait à la compréhension de la notion de détail comme étant un élément process qui permet de comprendre tout un processus et dans lequel la question écologique a une forte présence.
Comme cela a été évoqué lors du débat ou de l'échange interactif qu'il y a eu lors de la première séance sur les exemples qui ont été présentés, comme l'exemple du projet de l'ADDST, du Centre Pompidou ou du projet de Kimball Museum dessiné par Louis Kahn. L'idée aussi, c'est d'utiliser le détail ou du moins de comprendre le détail, pas uniquement comme étant un élément représentatif ou un élément esthétique que l'on représente, mais aussi le détail, dans quelle mesure il nous permet aussi de comprendre, de comprendre le sens d'une architecture et, et par extension, pour que l'architecte lui-même, que pour vous, en tant qu'architecte, futurs architectes, vous puissiez aussi donner du sens à votre architecture. On voit ici dans les deux exemples comment, dans le couvent de la Tourette, Le Corbusier, d'une certaine manière, il est un peu dans une interprétation contemporaine d'une architecture de palais vénitien, dans l'architecture classique. Donc on voit que il y a une mise en évidence de ce qu'on appelle la descente des charges avec les différents niveaux. C'est-à-dire que l'architecture exprime d'une certaine manière une réalité physique, mécanique. Et d'une manière moderne. Donc, d'une certaine manière, Le Corbusier, ici, il essaie d'interpréter d'une manière contemporaine une architecture, un style, une époque, mais avec son propre langage. Il réinvente son propre langage, ce langage en lui donnant une dimension contemporaine, moderne. De même, pour le troglodyte, on voit que dans la maison dessinée par un architecte contemporain, on voit comment le troglodyte, il peut être réfléchi dans une lecture moderne. Donc, c'est cette lecture-là qui est intéressante pour les architectes parce que c'est d'une certaine manière comprendre qu'est-ce qui donne sens et comment on donne sens à notre architecture beaucoup plus que le détail en lui-même dans sa compréhension technique, esthétique ou dans le perçu. Alors, le plan du cours, donc comme vous le voyez, c'est faire un petit état des lieux. Donc le film Puissance de 10 permettra justement d'enclencher ce débat sur la manière avec laquelle on pourrait aborder et comprendre la notion du détail pour enclencher un questionnement. Et par la suite, donc ce que je vous propose comme mode d'appréhension et de compréhension du détail, c'est plusieurs paliers pour passer d'un palier à un autre, pour aussi vous donner une sorte de méthodologie pour vous-même, pour aussi nuancer les niveaux lorsque vous faites la conception, nuancer les niveaux. Donc là, tout d'abord, aujourd'hui, nous allons aborder la question du macro-micro, puis ensuite, il y aura les différents niveaux, différents points d'entrée, détail enveloppe, détail système constructif, détail couvrement-couverture, détail rapport au sol, détail réseau, rapport rejet, détail second œuvre, détail inter-design, détail conception lumière. D'une certaine manière, nous allons voir toute la panoplie. Donc, comme si nous faisions un projet du début jusqu'à la fin, mais avec une forme de lecture différente. Ensuite, nous allons donner un temps assez particulier à une notion qui est la tectonique, que j'ai quelque part enclenchée lors de la première séance. Et nous allons terminer, bien entendu, avec l'écologie, puisque l'écologie, c'est une approche transversale. Donc justement, le questionnement que je voudrais partager avec vous, c'est est-ce que le détail, c'est une idée, c'est un point de vue, c'est un élément physique, matériel, ou est-ce tout simplement un dispositif et qu'il faudrait lire, interpréter selon des échelles variables. Parce que par exemple, la poignée de porte de Gaudi, c'est un détail, la porte, l'encadrement de porte, le boulant, le matériau, le couvrement, l'escalier, la rampe, donc on peut aller jusqu'où. Donc jusqu'où on peut aller le détail, jusqu'où peut-on considérer le détail. Donc finalement, l'idée que je voudrais partager avec vous, c'est de dire que le détail est un dispositif et que c'est aussi une fractale. Comme vous voyez ici, donc sur la planche d'une étudiante de 4e année, Mariam Dashraoui,
voyez que le détail peut être aussi l'élément déclencheur, c'est à partir duquel, comme ici, dans son cas, c'est le poteau le poteau champignon qui lui-même joue le rôle de réseau de récupération d'eau pluviale et de chauffage, est un élément déterminant dans sa composition structurelle, dans sa définition de l'espace, etc. Donc finalement, euh, le détail peut être, un détail peut être lui-même à l'origine de tout un process architectural. Donc le process en lui-même, comme dit Morin ou Broubar, ça s'inscrit dans une approche complexe. Et il faut être conscient de cette approche complexe, c'est-à-dire que le projet, c'est pas je combine trois formes comme vous voyez à droite, c'est une infinité de combinaisons et de superpositions et dans lequel le détail joue un rôle déterminant. Par le temps de macro-micro. Parce qu'il est important de comprendre ce rapport entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, et on va voir comment certaines civilisations dans le monde ont réfléchi à cette question-là. Par exemple, les pyramides, eh bien, les découvertes récentes, c'est que les pyramides de Gizeh, eh ben, elles suivent un positionnement des astres, donc les trois étals de l'épée du chasseur, qu'on appelle aussi la constellation d'Orion, et la ceinture du chasseur, c'est l'équateur de la sphère céleste, c'est le Nil. Et quelque part, c'est positionné donc par rapport aux astres. Donc vous voyez qu'il y a des civilisations où le repère territorial, le repère par rapport à l'espace n'est pas uniquement un repère cytologique ou paysager, mais c'est aussi un repère qui est en rapport avec l'échelle cosmogonique, l'échelle au niveau des astres. Donc, c'est intéressant de voir comment certaines cultures se positionnent par rapport à cette question de l'échelle territoriale, l'échelle du monument, l'échelle du détail. Donc, comme pour les Égyptiens, où on voit que la pyramide, c'est en fait un détail dans l'élément de la galaxie ou des galaxies de notre univers, ou du multivers, on voit aussi ici, chez les Aztèques et les Mayas, comment le paysage, c'est-à-dire la forêt, devient l'échelle de repère de la pyramide. C'est-à-dire que la pyramide, elle se lie pas de bas en haut, elle s'occupe pas de bas en haut, mais plutôt de haut en bas, en suivant l'échelle de la forêt et du paysage environnant. De même, nous voyons ici pour les villages berbères comme les Qsour dans le sud de la Tunisie, où le paysage, c'est ces plateaux des montagnes rocheuses, devient le territoire, mais devient aussi l'élément d'ancrage de ces architectures. C'est-à-dire ces architectures-là sont des creux, des pleins et des creux, qui n'ont de sens que par rapport à ce détail territorial et paysager. Mais il est important aussi de passer à l'échelle micro dans le sens où, comme pour la civilisation égyptienne, on voit que quelque part, ils ont maîtrisé leur architecture et son rapport au territoire par rapport à la cosmogonie, mais ils sont allés aussi aux plus infimes détails dans le sens où, par exemple, Davidovitz, il a pu découvrir, en déchiffrant une tablette d'hiéroglyphes, il a pu découvrir que c'est parmi des hypothèses archéologiques récentes, grâce au géopolymère, que, par exemple, les pyramides ont été construites à partir de pierres reconstituées et non pas de pierres venant des... C'est tout de même une hypothèse qui va changer complètement la façon d'observer, de lire et de comprendre l'histoire archéologique des pyramides égyptiennes. Mais soit, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'ils ont maîtrisé aussi les échelles des micro-organismes, microscopiques. Eh bien, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il est important, donc ce livre est très intéressant à voir, mais c'est
parce que justement un architecte, lorsqu'il touche un matériau, lorsqu'il travaille avec la terre, lorsqu'il travaille avec des matériaux, il travaille aussi avec des caractéristiques, il travaille avec et la matière. Et aujourd'hui, la biochimie, la biotechnologie, elle a prouvé que même la matière, elle avait un comportement physique mécanique. C'est-à-dire que l'argile, par exemple, ils ont trouvé au microscope que l'argile avait un comportement élastique, un comportement mécanique. Et ça, c'est très important pour l'architecte de prendre conscience que quelque part, quand il travaille avec une brique ou qu'il travaille avec la pierre, c'est pas uniquement un élément, un constituant ou un contenant, c'est aussi un comportement, c'est aussi des micro-organismes, des micro-éléments. Là, vous voyez par exemple au microscope, par exemple, l'approche microscopique de la matière, exemple l'éponge de crevettes, un structurel de l'éponge, etc. Donc, aujourd'hui, la science, la biotechnologie a permis d'aller vers la matière, la compréhension de la matière et de voir que finalement, comme ici, l'origine de la rigidité élastique, l'étirement, au niveau de l'argile, au niveau des matériaux. Donc, quelque part, la matière, elle avait, regardez ces formes, on dirait des projets, on dirait des structures. Eh bien, ça, c'est des éléments qu'on voit au microscope, c'est des microfibres qu'on voit au microscope et ils ont une forme mécanique, structurelle, conceptuelle. Et c'est assez... Comme pour ici, par exemple, on voit que la structure d'une argile. Donc, vous voyez, c'est tétraèdre, eh bien, ces tétraèdres, c'est des formes géométriques qu'on voit au microscope quand ils ont analysé de l'argile. C'est assez intéressant de voir que finalement, ce qu'on voit nous comme de la matière, eh bien, que au fond, ça est un comportement, une géométrie, un comportement mécanique, physique, réel comme on peut l'imaginer. Je vais terminer avec cette planche pour vous parler des géopolymères et ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la découverte de Joseph Davidovits. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube et ses livres pour un petit peu prendre plus de connaissances des géopolymères qui sont tout de même des matériaux nouvelle génération de béton qui sont vraiment intéressants à connaître pour les architectes. J'ouvre cette piste. Je ne vais pas évoquer des deux autres planches précédentes avec la dendrochronologie ou l'attaque de la pierre par l'acidité et comment la pierre elle change de forme et elle, 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 elle prend des caractéristiques et une morphologie bien particulière au contact donc du CO2 et de l'acidité et de l'air. C'est aussi pour vous dire que quelque part, c'est important, la matière, il faut connaître la matière, sa temporalité, comment on la mesure aujourd'hui avec des nouveaux laboratoires et nouvelles technologies, avec le carbone 14, eh bien aujourd'hui nous pouvons dater la Terre, ce qui est une révolution et c'est assez récent. Et avec les géopolymères, eh bien aujourd'hui on peut obtenir une typologie de béton qui sont plus résistants, qui sont plus durables, parce que comme vous le savez, le béton n'est pas durable, il n'a pas une grande durée de vie, c'est 50 ans maximum. Donc, c'est intéressant de comprendre le phénomène des géopolymères et que finalement, le géopolymère a été découvert par un ingénieur archéologue. Donc, vous voyez qu'il y a cette imbrication entre les disciplines. C'est quelqu'un qui a une vision d'un archéologue, mais qui a aussi la technicité de l'ingénieur. L'ingénieur, mais aussi il est aussi égyptologue dans le sens où il sait lire les hiéroglyphes. Donc, il fait que, donc vous voyez comment les sciences interpénètrent et que finalement la connaissance, que ce soit d'un détail ou la compréhension d'un détail architectural ou d'une connaissance architecturale, eh bien, ça convoque beaucoup de connaissances, ça convoque aussi une temporalité, c'est plusieurs échelles, etc. et que ça peut pas être d'une manière linéaire, mais fractale. Et là, nous allons passer donc au film
les puissances de 10 pour justement enclencher un débat sur cette question de la fractale.